Rencontre présidentielle en Chine entre le président Trump et le président Xi. Probablement l'événement le plus important de notre décennie. Ça va restructurer toute la dynamique de pouvoir à travers le monde. Pourquoi? On va regarder ça ensemble. Donc, premier indicateur à regarder, c'est qui avait été invité à accompagner Trump. C'est qui son cortège en quelque sorte. On avait Jason Huang, le PDG de Nvidia, Tim Cook, le PDG d'Apple, et Elon Musk. Je le rappelle, aux dernières nouvelles, Trump et Musk se détestaient. Ils étaient dans une querelle publique où est-ce qu'ils se lançaient des insultes constantes sur les réseaux sociaux. Et là, magiquement, ils font un voyage d'affaires ensemble. Est-ce que c'est parce que les deux hommes se sont réconciliés? Non, aucune chance. Pas avec l'ego démesuré qu'ils ont. Donc, la seule raison qui aurait pu pousser ces hommes à collaborer ensemble, c'est parce qu'il y avait une opportunité économique à faire là-bas. Parce que la seule chose qui est plus fort que l'ego, c'est l'amour. L'amour de l'argent, bien sûr. Donc, juste ça, c'est un indicateur qu'il va y avoir des grosses ententes qui vont être signées, surtout entre les firmes technologiques. Parce que les noms que j'ai nommés plus haut, c'est quoi la chose qu'ils ont en commun? C'est que c'est l'oligarchie du monde de la tech. C'est les hommes qui ont le monopole en Amérique du Nord sur l'industrie technologique. Donc ça indique qu'il ne va pas juste y avoir des petites ententes économiques qui vont être signées là-bas. Et par déduction logique, forcément, les sanctions technologiques qui sont présentement sur la Chine vont être levées parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a présentement des grosses sanctions contre la Chine qui les empêchent d'exporter leurs produits technologiques. On parle de produits comme des semi-conducteurs ou les puces de cellulaire. Et ça, ces sanctions-là sont en vigueur depuis 2018. Mais là, on dirait que ça va changer prochainement. Hein? Surtout qu'il y a des rapports comme quoi ils pourraient commencer à exporter de leurs voitures en Amérique. Et ça, c'est immense, surtout pour leur marché. Ensuite, deuxième indicateur à regarder, c'est la date de la rencontre qui a été déplacée. À la base, c'était supposé avoir lieu en avril, mais Trump l'a déplacé en mai, soit aujourd'hui. Et la raison est assez évidente. C'est parce que Trump était encore pris dans la guerre en Iran, puis il voulait gagner du temps afin de remporter cette guerre, afin qu'il puisse arriver devant le président Xi et lui dire « Hey, regarde, j'ai l'Iran sous mon contrôle. L'Iran, c'est ton exportateur premier de pétrole, hein? Ben là, c'est moi qui le dirige. C'est moi qui ai le levier de négociation. Donc, discutons. Qu'est-ce que tu es prêt à me concéder contre ça? » Le problème, c'est que présentement, c'est tout le contraire qui est arrivé. La guerre en Iran est encore en cours, l'armée a épuisé toutes ses options, la situation économique en Amérique est catastrophique et les dirigeants sont incapables d'arriver à un accord. Donc là, Trump est pris, puis il arrive à cette rencontre en position de faiblesse énorme. En fait, selon mon analyse, je pense que Trump espère que le président Xi va intervenir dans ce conflit-là. Pas qu'il utilise son armée, mais qu'il utilise son influence pour résoudre la guerre. Parce que la Chine reste le plus grand sponsor de l'Iran. C'est leur fournisseur principal en armes. Donc, en théorie, il pourrait leur exiger d'arrêter la guerre là. D'ailleurs, le président Xi a fait une sorte de déclaration publique là-dessus, où il a dit que la Chine s'oppose à un tarif dans le détroit d'Ormuz. En résumé, c'est que parmi les concessions que l'Iran souhaite avoir, c'est de pouvoir posséder le détroit d'Ormuz puis de pouvoir imposer des tarifs sur les navires qui passent là. Donc, en d'autres mots, tu passes sur mon territoire, tu me payes le droit de passage. Donc là, le président Xi a dit qu'il s'opposait publiquement à ça. Sauf que ça a été rapporté que certains de ses représentants ont dit qu'ils négociaient pour avoir des frais de sécurité sur le passage. Ce qui revient au même. Et ça, c'est une tactique typique du gouvernement chinois. Ils vont dire haut et fort qu'ils s'opposent à un terme controversé, tout en faisant passer un terme plus diplomatique en dessous de la table. Très typique. Troisième indicateur. Quand les invités puis les médias américains ont mis le pied en Chine, ils ont été en contact et ils ont rapporté un paquet de choses qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Par exemple, l'architecture futuristique, les voitures qui se conduisent tout seules, les drones qui livrent la nourriture,
ou les robots qui font le service à la clientèle. Et je le répète, c'est des choses qu'on n'a pas encore en Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un signe de pouvoir. C'est un signe que tu es la superpuissance mondiale quand tu es capable de t'approprier tous les meilleurs produits à travers le monde. Nouvelle console de jeux vidéo au Japon, on l'importe. IKEA a ouvert ses portes en Suède, on l'importe. Café colombien, on l'importe. Donc oui, c'est un symbole de puissance quand tu es capable de regrouper toutes les merveilles du monde sur ton territoire. Sauf que là, c'est plus le cas présentement. Les Américains font face à des innovations technologiques qui n'ont pas accès sur leur territoire. Quatrième indicateur, probablement le plus important. Le président Xi a publiquement dit, spécifiquement à Trump, que les divergences sur la Taïwan pourraient déboucher sur un conflit. Donc, en d'autres mots, si on lit entre les lignes, quand on va faire une manœuvre pour prendre le contrôle de Taïwan, ne vous mettez pas sur notre chemin, sinon il va y avoir des conséquences. Et Trump, sur le coup, n'a rien dit. Et quand les médias l'ont questionné là-dessus, il a dit qu'il n'y avait pas vraiment de commentaires là-dessus. Que c'était plus adressé par rapport à la vente d'armes en Taïwan. Et, ça c'est le plus important, que les États-Unis, la dernière chose que les États-Unis ont besoin, c'est de rentrer en guerre contre un autre pays situé à des milles de leur territoire. Oh vraiment, hein? Quelle ironie! Mais pour revenir au sujet, ça, c'est un événement bouleversant pour la sphère géopolitique parce que la seule raison pourquoi la Taïwan ne s'est pas encore fait envahir jusqu'à présent, c'est parce que les États-Unis se portaient garants de leur protection et de leur indépendance. Pareil avec le Japon et la Corée du Sud en passant. Et ça, c'était une manière de projeter leurs influences en Asie, tout en confinant celle de la Chine. Mais là, avec la guerre en Iran, il y a deux choses qui ont été révélées. Un, l'armée américaine n'est vraiment pas aussi puissante que le monde pensait. Et deux, ils sont incapables de défendre leurs alliés. Et là, à cette constatation-là, le président Xi se sent assez en confiance pour dire ouvertement qu'il prévoit s'emparer de la Taïwan et qu'il s'attend à ce qu'il n'y ait aucune opposition. Ce qui est vraiment inhabituel parce que d'habitude, le gouvernement chinois était beaucoup plus prudent avant. Il effleurait la question, mais plus maintenant. Et avec ces indicateurs-là, c'est la preuve évidente que les États-Unis ne sont plus l'hégémonie mondiale. Et pourquoi est-ce que je dis que je considère que cette rencontre-là est historique? C'est parce que j'ai l'impression que les États-Unis ont passé la couronne à la Chine de manière subtile. Et ça, je pense que ça annonce un avenir troublant pour l'Asie, surtout pour la Taïwan, malheureusement. Je voulais finir cet épisode avec une réflexion personnelle par rapport au fait que j'ai toujours de la misère à me faire une opinion sur la Chine. Parce que non, j'aime pas comment ils traitent leur peuple, j'aime pas le concept de crédit social et j'aime pas la censure qu'il y a là-bas. Mais il faut que je me rappelle que le peuple chinois a un contrat social différent qu'ici. Un contrat social, c'est essentiellement la relation que le peuple a avec le gouvernement. Parce que si je fais un comparatif, les États-Unis et la France, ils ont été fondés sur une révolution en réaction à l'opposition à leur monarque. Donc, l'entente qu'ils ont avec le gouvernement actuel, c'est d'accord, j'accepte que tu fasses des lois, j'accepte que tu prennes mes taxes, mais en échange, je m'attends à ce que tu respectes mes droits et libertés personnelles. Sauf qu'en Chine, le contexte est très différent. Quand Mao a pris le pouvoir, la Chine était le pays le plus pauvre du monde. Le Japon les avait complètement dépouillés et le peuple mourait de faim à gauche à droite. Donc, l'entente qu'il y avait avec le gouvernement, c'était « Sors-nous de la pauvreté. Pitié, on va suivre ton autorité tant que tu nous donnes du pain. » Et dans un sens, ça a marché parce qu'à travers les 100 dernières années, la Chine est le pays qui a sorti le plus de son peuple de la pauvreté. Ce qui est merveilleux. Mais ça avait un prix. Mais vous comprenez pourquoi c'est difficile pour nous de les juger. Je me rappelle, il y avait un YouTuber chinois que j'aime suivre. J'adore le contenu qu'il fait. Et il disait ouvertement, « J'aime la Chine, j'aime mon pays. Sauf que c'est pas un pays libre. Et ça, on en a conscience. » Enfin, on va arrêter là. Je vous le rappelle, si vous éprouvez des symptômes de stress ou de dépression, prenez une pause de l'actualité. Allez prendre une marche. Sinon, merci de me supporter. Laissez un like, subscribe, tout ça. All right, prenez soin de vous. Ciao.